Ouais, cette vidéo s'adresse aux fachos de ce pays, aux fachos en France. Bon, alors apparemment, il paraît qu'il y a beaucoup de fachos en France, d'accord. Le RN, ça fait 40%, ça fait de très très hauts scores, d'accord. Mais à chaque fois, les fachos, ils ratent la dernière marche. Ils arrivent jamais à accéder au pouvoir. Pourquoi? Bah parce que les fachos, en fait, ils ont pas de cerveau, d'accord. Ils sont bons qu'à bouffer leur lacet. C'est un peu le principe des fachos, d'accord. Donc, j'ai grand pitié de vous, les fachos. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais vous filer l'épée la plus redoutable du monde. Tiens, de Valvert, attrape cette épée et va terroriser tout le parterre. Je vais vous filer des arguments en béton. Je vais vous filer la meilleure arme de dialectique qui soit. Ok? Et je vais faire ça pour m'amuser. Donc cette vidéo s'adresse aux fachos, à tous les fachos de ce pays. Les fachos sur internet, les fachos à la télé, tu sais, les mecs là de, comment ça s'appelle, la frontière, livre noir, trucs comme ça là, les mecs du RN, tous les fachos là, les mecs de, je sais pas, valeur actuelle là, les fachos, d'accord. Je vais vous aider, j'ai grand pitié de vous les fachos. Cyrano a grand pitié de Valvert. Tiens, de Valvert, attrape cette épée, va terroriser tout le parterre et on va bien se marrer. Parce que voilà, on s'ennuie, hein, on s'ennuie. Je trouve qu'on s'ennuie. Je trouve qu'on s'ennuie dans ce pays. Ce pays est dans un état dialectique lamentable. Lamentable. Il n'y a plus de dialectique dans ce pays. Donc je vais filer l'épée la plus redoutable du monde aux fachos. Comme ça, on va se marrer. Bon. Alors je vais poser des petits avertissements avant. Alors cette vidéo va être un petit peu désagréable à regarder. Je ne fais pas de montage. Ça m'intéresse pas. Je fais des vidéos vérité. Sans montage. Sans montage. Je fais vraiment mes cascades, hein, comme Tom Cruise, hein, d'accord. Hop, d'accord. Bon, et alors ce que je fais n'est pas monétisé, hein, je fais pas ça pour l'argent, d'accord. Donc nous ne sommes pas en transaction financière. D'accord, je ne vous vole pas du temps pour me faire du pognon, je fais pas ça, ça m'intéresse pas. Donc voilà, donc j'aimerais rétablir un petit peu de dialectique, de qualité dialectique dans ce pays, parce que ce pays ne sait plus se servir de la langue française. De la langue française. La langue française est une langue offensive. Elle est faite pour pourfendre des injustices. Donc je vais vous aider les fachos. Je vais vous aider pour une cause qui je pense vous tient à cœur, même si vous n'arrivez plus à la défendre parce que vous n'avez pas de cerveau en fait. Vous êtes bon qu'à bouffer vous lacets. Bon, c'est pas grave, je vais vous aider. Tiens, de Valvert, attrape cette épée. J'ai forgé l'épée la plus redoutable du monde. Tu vas pouvoir battre tous les gauchistes en débat. Tu vas gagner tous les débats. Tu vas gagner toutes les élections, le facho. Tu vas tout gagner. Hop, tiens, attrape, vas-y. Bon, je vais vous parler de quoi? Je vais vous parler de la peine de mort. De la peine de mort. Il paraît que dans pas longtemps, on va mettre Robert Badinter au Panthéon. On va le panthéoniser. Il paraît. Je crois que c'est, je sais plus, à la rentrée prochaine, un truc comme ça. On va mettre Robert Badinter au Panthéon. Et ça, bon, je pense que ça vous déplaît. D'accord. Parce que Robert Badinter, c'est celui qui a aboli la peine de mort. D'accord. Donc je suppose que voilà, ça va pas vous plaire, que vous allez ronchonner. Mais bon, vous allez rien pouvoir faire. Eh bien moi, je vais vous aider à faire quelque chose pour empêcher ça. Pour empêcher ça. Je vais vous aider. Je vais vous donner des arguments imparables. Je vais vous filer l'épée la plus redoutable du monde pour que vous rétablissiez la peine de mort. L'argument est imparable. Imparable. D'accord? Vous allez voir. Alors ça va être un petit peu désagréable à écouter, hein, parce que je suis désolé, je suis légèrement autiste. Donc voilà. Bon, désolé, hein, ça va être un petit peu long, parce que ça va être une démonstration un petit peu intellectuelle, un petit peu trop pour vous. Alors je suis pas un intello, hein. Non, mais bon, je suis juste un républicain orthodoxe. Juste ça. Bon. Alors moi, je ne souhaite pas le rétablissement de la peine de mort. Moi, je sais comment contrer cette épée. Mais je suis le seul à pouvoir la contrer, hein. À mon avis, personne n'arrivera à la contrer. Parce que l'état dialectique de ce pays est naze. Naze. Bon, à cause... pour plein de raisons. Bon, j'y reviendrai peut-être plus tard. On verra. Donc je vais vous filer des arguments imparables pour rétablir la peine de mort en France. En France. Pour rétablir le sujet, pour faire revenir le sujet dans le débat. Ça va être super marrant. Ça va être super marrant parce que en face, ils pourront rien faire, ils pourront rien répondre. Donc alors, l'argument va être imparable. Et c'est lié à l'actualité récente. Alors c'est pas un truc perché. Hein. C'est lié à l'actualité récente. D'accord? Vous allez voir, ça va être marrant. Bon, alors pour que cet argument fonctionne, pour que vous puissiez vous servir de cette épée de la manière la plus optimale qui soit, ça suppose deux choses. Il faut que vous soyez républicain et droit de l'homiste. D'accord? Donc c'est cool. Ça va ramener l'extrême droite dans le giron républicain.
Voilà, l'argument est républicain et droit de l'homiste pour le rétablissement de la peine de mort. Alors il y a des gens qui pensent que l'abolition de la peine de mort, ça correspondait à l'esprit des droits de l'homme. Alors pas du tout, pas du tout. L'abolition correspondait plutôt à un esprit biblique, à une vision biblique de la société. C'était pas, ça n'avait aucun rapport avec les droits de l'homme. D'ailleurs, durant les droits de l'homme a été définie la peine de mort républicaine. D'accord, la République se base sur l'idée de donner la mort rapidement, sans souffrance. Alors je vais vous expliquer ça. Et c'est lié à l'actualité récente. Bon, alors je vais vous parler de l'affaire Mohamed Amra. D'accord. Alors vous avez peut-être entendu parler de cette histoire, sûrement parce que ça a fait beaucoup l'actualité. C'est un criminel qui a organisé une évasion spectaculaire. Et durant cette évasion, 2 mecs de la pénitentiaire se sont fait tuer, des agents de la pénitentiaire, 2 pères de famille en plus. Donc je crois qu'il a fait 3 pupilles de la nation. D'accord. Donc voilà, c'est un être absolument abject. Et bon, alors ce mec-là, alors on pourrait justifier le rétablissement de la peine de mort en nous disant que ce mec-là, c'est un seigneur féodal. C'est un seigneur féodal parce qu'il se comporte comme un seigneur féodal. Il est bête, méchant, dangereux. Il est très bête, hein, parce que non mais ce mec-là, il s'évade. La première chose qu'il fait, il se teint les cheveux en rouge vif et il va se planquer en Roumanie. C'est-à-dire le mec, voilà, bon, il a une tête de maghrébin, d'accord, il se met un gyrophare sur la tête, il va se planquer en Roumanie. C'est-à-dire, alors les keufs, ils ont dû bien se marrer en faisant sa filature, d'accord, à mon avis, ils l'ont repéré, au bout d'une heure, ils l'avaient repéré, et puis ils ont pris leur temps, comme un chat qui joue avec une pelote de laine, avant de le choper, pour bien mettre le coup de filet sur tous ceux qui ont été ses complices. Bon, bref, en tout cas, bon, ils l'ont chopé, et à cause de mecs comme lui, alors on pourrait se dire, voilà, ce mec, c'est un seigneur féodal, bon, et la révolution s'est faite en exterminant les seigneurs féodaux, parce que c'était ça la révolution. L'établissement de la République s'est fait en passant sur l'échafaud les seigneurs féodaux. Parce que les seigneurs féodaux ne font pas partie de l'humanité, d'après la définition des droits de l'homme. Les droits de l'homme, en fait, c'est la définition du peuple français. C'était l'établissement légal de la définition du peuple français. C'est ça, en fait, les droits de l'homme, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, ça n'est pas une déclaration, c'est une déclaration universelle, mais c'était pas une déclaration universalisante. Ça excluait les féodaux. Les féodaux ne faisaient pas partie de l'humanité. Donc, ils ont passé sur l'échafaud. Ok? Donc, les droits de l'homme, c'est pas on est gentil, tout le monde est, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. C'était pas ça, les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ça excluait une partie des gens, ça excluait les féodaux. Donc, on pourrait s'arrêter là. On pourrait se dire, bon, bah, Mohamed Amra, il se comporte comme un seigneur féodal. Il mérite de passer sur l'échafaud. Mais non, d'accord. Parce que voilà, la gauche va vous répondre que Mohamed Amra n'est pas un seigneur féodal, c'est un être humain. C'est un être humain certes abject, mais c'est un être humain. Voilà, moi je pense que c'est un être humain, Mohamed Amra. D'accord. Donc ça n'est pas un argument décisif pour établir la peine de mort à cause de lui. Par contre, il y a un autre argument tout à fait décisif. Et alors là, à mon avis, celui-là, il est imparable. La gauche n'arrivera pas à le parer. Et alors moi, je suis de gauche, moi j'arriverai à le parer, parce que moi, vous savez qu'est-ce que j'ai de plus que les autres? Moi, je suis amoureux de Roxane. Moi, je suis Cyrano, d'accord? D'accord? Vous avez oublié le sentiment de Cyrano. Vous avez oublié d'être amoureux de Roxane. Ah, quel dommage. Bon, alors je vais vous parler d'une émission de télé. Une émission de télé qui s'appelle C'est à vous. C'est l'émission de télé C'est à vous du 17 mars dernier. C'était il y a à peu près 2 mois. Alors c'est l'émission qui est sur la 5. C'est l'émission dans un appart, là. Bon. Et durant cette émission, il s'est passé quelque chose de tout à fait décisif. Tout à fait décisif. Il y en a, il a dit une énorme connerie. Et alors ça, c'est décisif. Bon. Alors l'invité de cette émission, c'est monsieur Laurent Nunez. Ou Nunez, je sais pas. Alors il est préfet de Paris. Alors c'est un monsieur sécuritaire. Hein. C'est un gros bras sécuritaire. Alors je sais pas s'il est de droite ou de gauche, j'en sais rien. Peu importe. En tout cas, il a dit une énorme connerie. Bon. Alors il était venu pour parler des nouveaux régimes carcéraux, des nouvelles prisons qu'on est en train de construire à cause de mecs comme Mohamed Amra. Parce que ce mec-là, il est tellement dangereux qu'on est obligé de lui construire des prisons spéciales pour pas qu'il fasse rebuter des mecs de la pénitentiaire. Et durant cette émission, en face de lui, il avait la journaliste Émilie Tran Nguyen. Alors, Émilie Tran Nguyen, c'est qui? C'est Roxane. C'est Roxane.
Elle est parfaite. C'est une journaliste absolument parfaite. Elle est belle, elle est brillante, elle est fantastique. Je la vois sur toutes les chaînes de télé. Elle est incroyable. Et elle a posé une question décisive. Décisive. Alors, je ne sais pas si elle s'est rendue compte de la boîte de Pandore qu'elle est ouverte en posant cette question. Mais bon, je suis le seul responsable des bêtises que je vous raconte. Hein, d'accord? Ça n'a rien à voir avec elle. Ok? Bon, alors elle a posé une question à Laurent Nunez. Et elle lui a dit, alors il paraît que voilà, on va construire des prisons isolantes pour les criminels. Des prisons isolantes pour les criminels hyper violents. Ok, bon. Et elle a demandé à Laurent Nunez, des études ont montré, alors ce sont des prisons qui existent déjà dans d'autres pays, en Italie et aux États-Unis. Ce sont des prisons où on isole les condamnés, les prisonniers, on les isole du monde extérieur pour pas qu'ils soient dangereux en fait. Bon. Et elle a demandé à Laurent Nunez, alors il paraît, il y a des études qui ont montré que les prisonniers qui subissaient ce régime devenaient fous. Et elle a dit à Laurent Nunez, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Et alors lui, il a voulu faire le gros malin, le gros dur sécuritaire, il a dit, alors je sais plus ce qu'il a répondu, mais il a dit un truc genre, voilà, j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'importe, c'est la santé mentale des victimes de ces mecs, d'accord. J'en ai rien à foutre. En gros, c'était ça. C'était ça. Sa réponse, c'était ça. Rien à foutre. Ouais, effectivement, ces mecs-là, dans ces prisons, ils vont perdre leur santé mentale. Ils vont devenir fous. Rien à foutre. Alors là, mais qu'est-ce que t'as pas dit là, ça? Mais qu'est-ce que t'as pas dit là? Ouh là là là. Bon, voilà. Alors là, à mon avis, l'argument va être décisif. Alors, il a dit une énorme connerie. Et à mon avis, voilà, c'est pas une connerie, ces prisons, voilà, elles vont provoquer de la souffrance, une perte de la santé mentale des prisonniers. Ça va être ça. Hein. Ça va être ça. Et ça, il se trouve que nous avons une histoire très particulière. Très particulière. Ça, la souffrance en prison, la perte de la santé mentale en prison, c'est strictement interdit. Sur le territoire sacré de la République française, c'est strictement interdit. C'est un sacrilège. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais vous parler un petit peu de la Révolution française. Je vais faire un petit peu. Alors je vais pas faire un cours d'histoire parce que je suis pas prof d'ailleurs. Je suis pas un intello. Hein. Mais je vais essayer de vous expliquer l'esprit de la Révolution française, les sentiments de la Révolution française. C'est quelque chose que nous avons oublié. Alors je vais essayer de vous expliquer ça vite fait. Bon, alors avant la Révolution française, la France était sous l'ancien régime, sous une monarchie. Ok. Bon, alors la société était divisée en trois ordres. La noblesse, le clergé et le tiers-état. D'accord, normalement, vous avez vu ça à l'école, même si vous n'êtes pas allé très loin à l'école, les fachos, hein, d'accord, on est d'accord. Donc, voilà, bon. Alors, c'était une société stricte, d'accord. Bon, il était impossible pour la noblesse de redescendre... enfin, si, la noblesse pouvait aller dans le clergé, le tiers-état pouvait aller dans le clergé, d'accord, mais la noblesse ne pouvait pas aller dans le tiers-état et le tiers-état ne pouvait pas aller dans la noblesse. Voilà, c'était une société, comment dire, fixe, sclérosée, d'accord. Donc, durant cette époque, le pays était faible. Il n'y avait pas de peuple français. Il y avait un peuple en France, mais il n'y avait pas le peuple français, ok. Bon, les gens n'avaient pas les mêmes droits. C'était une société très sclérosée. Et c'était une société qui était basée sur une valeur, la souffrance. La souffrance. Pourquoi? Parce que c'était une société profondément religieuse. Pourquoi les nobles commandaient? Eh bien parce que les nobles avaient dans le sang du Christ. Le Christ avait souffert pour nos péchés. Et c'était le roi du vent. Le roi de France était le descendant direct du Christ. Il avait du sang du Christ dans le sang, le roi de France. Il avait la souffrance du Christ dans son sang. Et quand vous aviez de la souffrance dans votre sang, eh bien vous commandiez la société en fait. La noblesse commandait parce qu'elle avait la souffrance dans le sang. C'était une société basée sur la souffrance. Et donc la noblesse faisait souffrir le tiers-état. D'accord? C'est-à-dire que le tiers-état n'avait pas de souffrance dans le sang. Et comme tout le monde naît dans le péché, alors vous naissez dans le péché, vous naissez après que deux adultes se aient fait crac-crac, donc c'est un péché. Ok? Et donc puisque tout le monde naît dans le péché, eh bien tout le monde doit passer sa vie à souffrir. Voilà, les sociétés religieuses sont basées sur la souffrance. Et c'est à peu près la même chose dans l'islam. D'accord? C'est à peu près la même chose dans toutes les religions. Donc la société française était une société religieuse basée sur l'idée de la souffrance. D'accord? Et il y a un courant très connu qui est le sadisme. Le sadisme, alors ça vient du marquis de Sade. Alors le sadisme, ça peut être vu comme une forme d'extrême monarchisme. Il y a la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'extrême droite, le monarchisme et l'extrême monarchisme. Alors le sadisme, ça peut être vu comme ça, l'extrême monarchisme. Car le sadisme, c'est la souffrance sans espoir. C'est voilà, le marquis de Sade, il faisait souffrir Justine
exprès, juste pour le plaisir de la faire souffrir. Hein. C'était ça, c'était une société basée sur la souffrance. Et il y avait à l'époque un régime carcéral basé sur la souffrance. Le but, c'était de faire souffrir les prisonniers. En prison, les gens souffraient. Et il y avait et la peine de mort à l'époque, avant la Révolution, c'était une peine de mort basée sur la souffrance. Voilà, le condamné le condamné à mort devait souffrir jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors il y avait tout un tas de supplices qu'on été inventés à l'époque. Bon. Et ensuite, on a fait la Révolution française. Et la Révolution française, c'était une révolution contre la souffrance. Contre la souffrance. C'était une révolution anti-sadique. D'accord? La Révolution française a changé la civilisation de ce pays. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une civilisation basée sur la hiérarchie par la souffrance, la Révolution française a établi une société basée sur la hiérarchie par le savoir et l'expérience. Ça a complètement changé la civilisation. Pendant la Révolution française, la France a changé de civilisation. C'est quelque chose, il s'est passé quelque chose de très important. Et nous sommes les héritiers de cela. D'accord? Donc, alors, il y a eu plein de changements. Hein. Par exemple, voilà, la Révolution française, par exemple, l'un des symboles de la Révolution française, c'était la destruction de la Bastille. La Bastille était une prison où régnait la souffrance. D'accord? Donc, la souffrance en prison, c'est interdit. C'est absolument interdit. Sur le territoire sacré de la République, c'est interdit. Et ça, on peut le voir. On peut le voir dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors, attendez, je vais vous expliquer ça. Tac, tac, tac. Voilà. La Révolution française met fin au sadisme. Elle met fin au sadisme. C'est une révolution anti-sadique, contre la souffrance. Ok? Et ça, on le voit. Alors, attendez, c'est où? Voilà. Alors, c'est dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'accord, vous pouvez trouver ça sur Internet. Alors, dans l'article 9, il est dit, alors attendez, tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. L'article 9 établit la fin du sadisme, la fin de la souffrance institutionnelle. C'est dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il est interdit, et ça parle de rigueur toute rigueur qui ne serait pas nécessaire. La rigueur non nécessaire. Cet article met fin au sadisme. Elle met fin au sadisme, au fait que la société soit basée sur la souffrance. À partir de la Révolution française, la société française se base sur une hiérarchie par le savoir et l'expérience, et non plus par la souffrance dans le sang. Vous voyez? C'est un changement majeur, c'est un changement de civilisation. Donc, ces prisons qui sont faites pour isoler les prisonniers, elles vont provoquer de la souffrance. De la souffrance, elles vont provoquer une perte de la santé mentale des prisonniers. Et ça, sur le territoire sacré de la République, mais c'est parfaitement interdit. C'est parfaitement interdit, c'est un sacrilège. Ils sont en train de reconstruire des bastilles sur le territoire sacré de la République. C'est interdit, c'est un sacrilège. D'accord? Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de Mohamed Amra? Bon, alors déjà, voilà, ces prisons-là, faudrait les réduire en miettes. Alors on va pas les réduire en miettes, hein, d'accord? Je n'appelle pas à la violence contre ces prisons isolantes, ces super prisons de la mort, d'accord? Il y a juste à la reconvertir en prison normale et puis voilà, c'est réglé. Bon. Par contre, bon, qu'est-ce qu'on fait de Mohamed Amra? Qu'est-ce qu'on en fait de ce mec-là? C'est-à-dire, bon, si on le remet dans le régime carcéral normal, il va se remettre à buter des mecs de la pénitentiaire, d'accord? Parce que c'est un seigneur féodal, ok? Bon, ce mec-là, bon, il va mourir en prison, d'accord? Il va mourir en prison, d'accord? Il a fait 3 pupilles de la nation, il ressortira jamais, hein. D'accord? C'est un être abject, d'accord? Bon. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ce mec-là? Qu'est-ce qu'on en fait de ce mec-là? Est-ce qu'on le fout en prison jusqu'à ce que mort s'en suive? Bah non, on va pas faire ça, d'accord? Parce qu'on n'est plus sous l'ancien régime, nous sommes sous le régime de la République. Donc, ce mec-là, on lui doit quelque chose. On lui doit quelque chose. On lui doit. C'est quelque chose qu'on lui doit. On lui doit une mort sans souffrance. On lui doit ça. Nous lui devons la peine de mort. Nous lui devons cela. C'est un droit qu'il a. C'est un droit de l'homme qui a été établi lors de la Révolution française. C'est pas une punition, la peine de mort. C'est un droit. C'est un droit. Nous lui devons cela. Nous lui devons une mort sans souffrance, sans sadisme, conformément à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Ah bah oui, mais les droits de l'homme, voilà, ça établit ça. Hein. Pendant la Révolution française. Mais ça y allait sur l'échafaud. D'ailleurs, les féodaux, il y en a un paquet qui y sont passés. Alors on est peut-être allé un petit peu fort, certes,
Mais voilà. Donc voilà. Donc l'argument est imparable. Ces prisons sont un sacrilège. Ce mec-là, il ne mérite pas de souffrir. Il ne mérite pas de souffrir. Pas une seule seconde, il ne doit souffrir. Alors, il y a effectivement de la souffrance en prison. Certes, certes, mais la souffrance en prison est le fruit d'un dysfonctionnement de la prison, souvent lié à un manque de moyens. Et c'est ce contre quoi lutte le ministère de la Justice, qui demande plus de moyens pour entretenir les prisons. Certes, c'est-à-dire la prison ne doit pas être un lieu de souffrance, conformément à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et l'esprit de la Révolution française, qui s'est faite sur la destruction d'une prison sadique, la destruction de la Bastille. Ok? Donc voilà. Donc à partir de là, mais l'argument est imparable. Il est républicain, il est droit de l'homiste. Ce mec-là, on lui doit une mort digne, rapide, sans souffrance, républicaine. Ok. J'aimerais bien savoir comment les gauchistes vont vous répondre. J'aimerais savoir comment ils vont. Moi, j'en suis un gauchiste, d'accord. Mais je suis pas comme eux. Les gauchistes, ils sont devenus nazes. Ils sont devenus nazes. Bon, alors c'est quoi le problème en fait? Vous savez c'est quoi le problème en fait? C'est que Laurent Nunez, quand il répond sa connerie à Émilie Tranen-Gouyen, vous savez c'est quoi son problème? Il n'est pas amoureux de Émilie Tranen-Gouyen. S'il avait été amoureux de Émilie Tranen-Gouyen, il aurait vu l'embrouille, il aurait vu parce que quand Roxane parle, elle a la bonne intention, elle a le bon sentiment. Toujours, Roxane est une boussole parfaite. Quand Émilie Tranen-Gouyen te pose une question, d'accord, tu réponds pas en faisant le cadre comme ça. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la santé mentale des gens qui ont été les victimes de ce mec. Ouais, bah d'accord, super. Tu viens donner toutes les munitions aux fachos pour qu'ils rétablissent la peine de mort. Si vous étiez amoureux de Roxane, et pas, quand je dis Émilie Tranen-Gouyen, c'est un exemple, d'accord, c'est un illustre exemple, c'est parce que c'est une journaliste parfaite. Mais je parle des Françaises. Je parle des Françaises. Vous n'êtes plus amoureux des Françaises. Vous ne savez plus vous servir de la langue française. La langue française est une langue offensive. Elle est faite pour pourfendre des injustices. Elle est faite pour atteindre tous les cœurs, pour pourfendre les cœurs et faire battre tous les autres. Elle est faite pour ça, la langue française. Vous ne savez plus vous servir de la langue française. Vous ne savez plus faire de dialectique. Vous êtes devenu naze. Donc maintenant, moi, je donne l'épée la plus redoutable du monde aux fachos et vous vous démerdez avec ça. D'accord. Vous vous démerdez avec De Valvert. Il va terroriser tout le parterre. Ils vont rétablir, ils vont, ils vont imposer le sujet de la peine de mort au débat public dans ce pays. Bien fait pour vous. Moi, je n'interviendrai qu'au tout dernier moment parce que moi, je sais le désarmer de Valvert très facilement. Tac, 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 hop là, terminé. Parce que moi, je suis Cyrano. Moi, je suis amoureux de Roxane, d'accord. Moi, je suis amoureux de Émilie Tranen-Gouyen. Elle est parfaite, Émilie Tranen-Gouyen. Voilà. Moi, j'ai vu tout de suite l'embrouille. J'ai vu le sentiment de Roxane. J'ai vu sa belle intention. Alors, elle était pas militante quand elle posait cette question, mais elle a eu le bon instinct de poser cette question. Elle a eu le bon instinct. Roxane a toujours le bon instinct. Toujours. Donc je vous laisse vous démerder avec De Valvert. Je n'interviendrai qu'au tout dernier moment. Comme Jean Marais. Jean Marais, l'acteur le plus héroïque du monde. L'acteur le plus héroïque du monde. Quand il est en haut d'un immeuble en flammes. Quand il est en haut d'un immeuble, il est comme ça, il surjoue, il est très théâtral. Il attend que les flammes viennent lui lécher le derrière avant de sauter du haut de l'immeuble. Je n'interviendrai qu'au tout dernier moment. Je vais laisser De Valvert terroriser tout le parterre, gagner toutes les élections, j'en ai rien à foutre. Ça va être marrant, ça va être super marrant. Les fachos vont victimiser les gauchistes en débat. J'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous allez répondre à ça. Alors je sais ce que la gauche va répondre. Ils vont dire non mais non, on peut pas exécuter Mohamed Lamra. C'est un être humain, ce n'est pas un seigneur féodal. Certes, mais qu'il soit être humain ou seigneur féodal, il ne mérite pas de souffrir en prison, conformément à l'esprit de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Alors il y a un autre argument, c'est oui, mais on a signé des conventions internationales qui nous interdisent de rétablir la peine de mort. Certes, mais ces conventions internationales se placent au-dessus de la loi française, au-dessus de la Constitution française, mais pas au-dessus de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et d'après l'esprit de ce texte, nous devons à ces mecs une mort digne, rapide, sans souffrance. Ces mecs-là ne méritent pas de souffrir en prison jusqu'à ce que mort s'en suive. Parce que ça va être ça, les prisons isolantes. Ils vont perdre leur santé mentale, ils vont souffrir, ils vont subir de la souffrance jusqu'à ce que mort s'en suive. Bah non, c'est pas ça la République. Ça, c'est l'ancien régime. Sur les territoires sacrés de la République, c'est interdit. C'est interdit. Vous êtes en train de reconstruire des bastilles. C'est interdit. D'ailleurs, c'est un sacrilège. Alors, ça va être quoi l'argument? Ah oui, ça va être ça. Oui, mais les autres. Oui, mais regardez aux États-Unis, en Italie, ils ont des prisons comme ça. Mais vous n'êtes pas les autres. Vous n'êtes pas les autres. Vous êtes le peuple français. Vous avez une histoire.
Vous êtes les gardiens des sentiments du monde. Vous êtes les gardiens de l'humanité. Genre, la déclaration des droits de l'homme, c'est une définition de l'humanité. C'est nous qui avons écrit ça. Nous sommes les héritiers de cela. Genre, nous avons une histoire très particulière. Très particulière. La République française, c'est un truc spécial. Hein. C'est un truc spécial. Donc voilà, vous n'êtes pas les autres. Vous n'êtes pas les autres. Vous êtes les gardiens des sentiments du monde. La langue française est une langue hautement sentimentale. Hautement sentimentale. C'est la langue la plus sentimentale du monde. D'accord? Je veux dire, le sentiment de Émilie Tran-Nguyen, ça n'existe pas ailleurs. Émilie Tran-Nguyen, c'est chiant à dire. Elle n'existe pas ailleurs. D'accord? Roxane, c'est que en France. C'est que en France, Roxane. Ok? Vous n'êtes pas les autres. Bon. Parce que si vous voulez renoncer à ça, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, bon, bah, vous n'êtes plus les gardiens de l'humanité et des sentiments. Vous devenez autre chose. Alors, je sais pas ce que vous voulez devenir, mais j'en sais rien. Je m'en fous. En tout cas, voilà, vous réappartiendrez aux féodaux. Vous vous placerez dans les mains des féodaux. Bon. Et c'est nul. Et c'est nul. Et d'ailleurs, vous m'appartiendrez. Bon. Parce que c'est moi l'homme le plus fort du monde. C'est moi, Cyrano. D'accord? Bon. Mais j'ai pas envie que vous m'apparteniez. J'ai pas envie. Vous êtes des gens palpitants. Vous êtes palpitants à regarder. J'adore voir Léa Seydoux faire des entrechats au cinéma. J'adore voir ça. J'adore voir Aurélie Casse s'enthousiasmer pour tout et n'importe quoi. J'adore voir Aya Nakamura danser comme une migale et emporter avec elle toute la garde royale. J'adore voir Salomé Saké annoncer la fin imminente de ce monde suicidaire, du patriarcat, du capitalisme, du techno-féodalisme écocidaire. J'adore voir Maud Bréjon monter pas à pas les marches du pouvoir jusqu'à l'Élysée, même si ça n'arrivera probablement jamais. Vous êtes des gens palpitants. Vous êtes des gens palpitants. Et vous avez oublié vos sentiments. Vous avez oublié d'être amoureux de Roxane. Est-ce que c'est compliqué d'être amoureux de Roxane? Non, c'est fastoche. Donc maintenant, vous allez vous démerder avec De Valver. Moi, j'en ai rien à foutre de ces histoires de peine de mort, de bain d'inter, de je sais pas quoi, rien à carrer. Vous vous démerdez. Je n'interviendrai qu'au tout dernier moment pour désarmer De Valver. Trop fastoche. Et je ferai ça en cabotinant. Comme bébé, là. Tac, 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 à toi de sang, et terminé. Alors, que De Valver ne craigne rien, je vais pas attaquer les fachos. Non, je vais pourfendre une injustice. Parce que moi, je suis amoureux de Roxane, d'accord? Comme ça. D'accord. Donc, en attendant d'intervenir pour empêcher le rétablissement de la peine de mort, parce que vous ne saurez pas quoi répondre à cet argument, je vais vous parler de Roxane. Je vais vous parler de Roxane. Je vais vous parler de 12 Roxane. 12 Roxane, ok? Pourquoi 12? Parce que ça fait un Alexandrin. Et Cyrano ne sait compter que jusqu'à 12. Cyrano ne sait compter que jusqu'à 12. Zut. Ah bah si, vous voyez. 12. Donc je vais vous parler de 12 Roxane. Je vais essayer de rétablir les sentiments dans ce pays. Parce qu'en rétablissant les sentiments, on rétablira la dialectique dans ce pays. Ce pays n'a plus de dialectique, ce pays naze. D'accord? Donc la première Roxane dont je vous parlerai, ça sera Aurélie Casse. Aurélie Casse. Elle est cool, Aurélie Casse. Elle est super cool, Aurélie Casse. D'ailleurs, il faut que je rentre parce que ce soir, il y a Célébdo. Il faut que j'aille voir ça. Elle est fantastique, Aurélie Casse. Pourquoi je vais vous parler d'Aurélie Casse en premier? Parce que Aurélie Casse, elle schématise parfaitement le sentiment de Roxane. Le sentiment de Roxane. C'est un beau sentiment, le sentiment de Roxane. C'est un sentiment que vous ne comprenez plus. C'est-à-dire, et vous n'êtes pas amoureux d'Aurélie Casse, bande de nazes. Mais comment vous faites pour pas être amoureux d'Aurélie Casse? Elle est parfaite, Aurélie Casse. Mais elle est tellement parfaite. C'est vraiment une Roxane, mais d'exception. Je vais vous parler d'elle en premier parce que vraiment, elle schématise bien voilà, le sentiment de Roxane. C'est un schéma, c'est un mode d'emploi, Aurélie Casse. Elle est journaliste à la télé, elle est sur la 5, elle présente C'est l'hebdo. En plus là, elle présente C'est à vous parce que c'est le festival de Cannes. Pendant le festival de Cannes, elle fait de la télé tous les jours, c'est cool. Parce qu'avant elle était sur BFM, on la voyait tous les jours. Maintenant on la voit plus qu'une fois par semaine. C'est chiant. C'est chiant. En plus des fois je rate. C'est trop chiant, hein. C'est pas grave, j'essaie de regarder le replay. Elle est fantastique, Aurélie Casse. Mais elle est tellement incroyable. C'est une immense journaliste. Elle est journaliste de télé sur la 5. Donc voilà, donc je vais vous parler d'elle. Et je vais faire en sorte que ce pays tombe amoureux d'Aurélie Casse, d'accord?
de elle, et puis je vais vous parler de plein d'autres Roxane. Alors je vais essayer de vous parler de 12 Roxane. J'ai pas encore établi la liste définitive. Je vais vous parler de Juliette Binoche. Voilà, bah Juliette Binoche, là, elle est présidente du Festival de Cannes. C'est la plus grande actrice de tous les temps, Juliette Binoche. C'est la reine des bohémiennes, Juliette Binoche. Elle est incroyable. Je vais essayer de varier les profils. Hein. Parce que, bah, par exemple, pour Elika, elle est journaliste de télé. Juliette Binoche, elle est bohémienne. Euh, je sais pas de qui je vais vous parler. Je vais vous parler de femmes politiques aussi. Voilà, je vais essayer de pas être trop partisan politiquement. D'accord, je vais essayer de parler de plein de profils différents. Je sais pas. Bon, bah on verra, on verra, on verra bien. Donc voilà. Donc démerdez-vous. Moi, j'en ai rien à carrer. Je vais parler de Roxane. Alors, je sais pas quand est-ce que je vais faire cette vidéo. On verra. Et en attendant. Ouais, parce qu'en fait, voilà, je voulais trouver une bonne raison de parler d'Aurélie Licasse et je me suis dit, tiens, et si je foutais ce pays par terre? Voilà, c'est une très bonne raison. Comme ça, pour parler de Roxane. Exalter Roxane. Toutes les Roxane. Toutes les Roxane. Voilà, je vais essayer de vous parler de Roxane qui sont représentatives. Elle est très représentative, Aurélie Licasse. Elle est très représentative du sentiment dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est. Elle est fantastique. Ce pays devrait être mais fou amoureux d'elle, vraiment. Vous n'êtes pas amoureux d'Aurélie Licasse. Vous n'êtes pas amoureux alors je sais pas si je vous parlais d'Émilie Tranen-Gouyen parce que j'ai pas grand chose à dire sur elle, à part qu'elle est parfaite. Elles sont parfaites, les Françaises. Elles sont parfaites, les Françaises. Et vous avez oublié ça. Vous avez oublié les sentiments. Et vous vous plaignez derrière d'être malheureux, que ce pays soit naze, que ce pays n'ait plus de dialectique, que vous ne saviez plus parler la langue française. Vous êtes nazes. Vous êtes des nazes. D'accord? Donc maintenant, vous vous démerdez avec De Valère. Tiens, De Valère, attrape cette épée. Va terroriser tout le parterre. Allez, allez, démerdez-vous. Ça va être marrant. Ça va être très marrant. Il n'y a que moi qui peux désarmer De Valère. Tac, tac, tac. Hop. Donc je vais essayer d'envoyer cette vidéo à tous les fachos pour qu'ils se la passent. Bon, s'ils arrivent à la comprendre. Voilà, voilà. Et ensuite, on verra. Et moi, je vais me marrer. Je vais regarder ça en rigolant et en parlant de Roxane parce que c'est beaucoup plus intéressant de parler de Roxane que de parler de toutes ces conneries. Ok? Donc, je vais faire ça. Donc voilà. Donc, à la prochaine fois.